au possible éviter les builders, enfin les page builders comme Elementor, etc. Le plus important, c'est l'hébergement, clairement l'hébergement. Prenez un hébergement à la hauteur de votre site, installez WP Rocket et Imagify et essayez d'activer le plus d'options possible. Bienvenue à tous. Donc, on va voir ensemble comment doubler la vitesse de votre site WordPress ou n'importe quel site avec Maelis. Donc, au sommaire, nous allons voir les bonnes raisons d'aller chercher de la performance, les outils qui vont vous permettre d'auditer votre site, les principes de base et les erreurs à ne pas faire. On va passer surtout pas mal de temps sur les outils qui vont vous permettre d'optimiser techniquement votre site WordPress et d'accélérer son temps de chargement. Et la to-do à faire dans la semaine pour accélérer tout ça. En gros, on va vous proposer un petit truc, on va dire… En 1 heure, vous pouvez mettre en place ça, et on va vous donner surtout, le potentiel d'accélération de votre site en fonction de ces actions. Et après, on verra quelques liens complémentaires. Mais avant tout, qui est Maelis? Donc, je vais me permettre de présenter Maelis. Donc, Maelis, c'est dev full stack avec une préférence back chez Pilotine depuis janvier 2020. C'était une de nos premières devs féminines, donc on était super contente qu'elle rejoigne la team. On en a vu avant, mais plutôt en alternance ou en stage. Donc là, c'est la première en CDI chez Pilotine. Donc ça faisait bien plaisir. Elle a réalisé plus d'une centaine de sites dans sa carrière. Fan de WordPress depuis son plus jeune âge. Fan de cocktail aussi. Il faut savoir, petit fun fact, qu'elle a un vrai bar chez elle. Elle a un vrai bar. Si un jour vous voulez déguster un cocktail dans un bar clandestin dans Lyon, vous pouvez aller chez Maelis. Et elle est team PHP Storm. Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises, Maelis? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Donc pour ceux, je sais pas s'il y en a certains qui aiment développer dans les personnes qui visionnent ce webinaire ou en replay, mais PHP Storm, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est mon éditeur de code. Donc après, il y a différentes écoles. Je sais que à l'agence, c'est plutôt VS Code ou PHP Storm. Donc, elles se sont un peu seules avec PHP Storm. Tu te sens un peu seule, c'est ça? Oui. Et alors par contre, on t'entend d'assez loin. Est-ce que tu pourrais peut-être soit augmenter, soit te rapprocher, mais voilà, au niveau du son, comme ça, on aura un bon son. Et donc voilà, donc fan WordPress, et ça tombe bien, chez Pilotine, on fait que des sites WordPress. Et donc aujourd'hui, eh bien, Maelis, je vais interviewer Maelis pour qu'elle puisse nous donner toutes ses bonnes pratiques sur l'accélération d'un site WordPress, parce que c'est un sujet extrêmement important. Certains de nos clients nous en parlent. Tous n'en parlent pas, tous n'en ont pas forcément conscience, mais quand il y en a, ils veulent un site qui dépote, ils veulent un site qui dépote. Et il existe plusieurs choses à mettre en place pour faire ça. Et je vais, pour introduire un peu le sujet, avant d'interviewer Maelis, je vais être sur les bonnes raisons d'aller chercher de la performance. Je vais aller assez vite là-dessus. En gros, je ne sais pas votre avis, donc n'hésitez pas dans le chat à faire des suggestions. Qu'est-ce qu'un site est-ce que vous savez déjà le temps de chargement de votre site? Si vous pouvez indiquer dans le chat le temps de chargement de votre site actuellement, je suis bien preneur. Mais est-ce que vous préférez un site qui charge en 200 millisecondes, en 1 seconde, en 5 secondes ou en 8 secondes? En général, ce qu'on peut aller chercher quand on fait un site normal, j'ai envie de dire, c'est plutôt le 1 seconde. On va souvent aller chercher le 1 seconde chez nos clients, par exemple, parce qu'on n'a pas que des petits sites vitrines de 1 page, des choses comme ça. On peut faire des sites très light, en sur-mesure, qui font du 200 millisecondes, mais c'est très, très rare. Le top, en général, c'est d'aller chercher 1 seconde. Donc, si vous pouvez mettre dans le chat vos temps de chargement, on est preneur, ou l'idée que vous en avez. 5 secondes, c'est acceptable, mais ça commence à devenir chaud. Et alors, 8 secondes, en général, on perd pas mal d'internautes au passage. Parce qu'il faut savoir que d'améliorer le chargement d'un site web, c'est cool pour votre utilisateur. C'est une expérience client plus intéressante. Il a l'information tout de suite, donc ça donne un niveau même de réactivité de l'entreprise. Pour tous les sites e-commerce, ça augmente considérablement l'acte d'achat. Il y a des petites stats en dessous. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais chaque seconde de retard sur un site, en gros, c'est 7% de taux de conversion en moins. Vous vous rendez compte, si vous faites 70 millions, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça peut impacter énormément. Sur 200 euros de chiffre d'affaires, ça va. 20% de taux de conversion en moins dans le retail, 11% de pages vues en moins, 16% de taux de satisfaction en moins, 8% d'augmentation du taux de rebond. Donc, c'est quand même cool d'avoir un site qui se charge rapidement. Petit exemple d'un site qui se charge ultra rapidement, et voilà, c'est même pas nous qui l'avons fait, mais je crois qu'on est de l'ordre des fameuses 200 millisecondes. Régilet est super bien fait, il charge en 2 temps 3 mouvements. Et là, en fait, ça, c'est des gens, notamment c'est un dev en freelance, je crois, ou une agence, qui a mis en place l'intégralité de ce qu'on va voir aujourd'hui.
Et vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont quand même hyper importants, on ne peut pas y passer. On a beau faire des petites optimisations, il y a des éléments assez structurants dans un site web sur lesquels on ne peut pas passer. Voilà, donc voilà, bon exemple, Régilet. C'est bien pour votre utilisateur, mais c'est surtout super bien pour votre copain Google aussi. Google, il a un truc qui s'appelle les Core Web Vitals. Donc du coup, il s'est dit bon voilà, ça c'est assez important sur un site. On va revenir juste après derrière sur qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ces trois notions là en vert: loading, interactivité, visual stability. Donc ça a des petits noms de code: LCP, FID, CLS. Du coup, Maëlys nous en parlera tout à l'heure. Et il y a d'autres trucs, hein, le fait que votre site soit mobile, le fait qu'il soit sécurisé, tout ça. Et en gros, pour ça, Google, c'est quand même d'excellents indicateurs pour dire que votre site, il est bien fait, il est en bonne santé et il va forcément favoriser des sites qui sont bien foutus à ce niveau-là. Donc, on va voir ça juste après. Et surtout, en fait, on voit là, par exemple, ça, c'est une optimisation qui a été faite sur un site. Donc, ça, c'était le temps de chargement du site. Par exemple, un site qui chargeait en 1 seconde avant, d'un coup, il est passé en 500 millisecondes. Donc, on a divisé par 2, on a doublé la vitesse, c'est le sujet du webinaire. Eh bien, on a le nombre de pages crawlées par le robot Google, c'est-à-dire qu'il envoie des petits robots pour aller visiter un petit peu l'intégralité des pages et tout ça. Ben, plus le site est rapide, plus il va crawler de pages, donc plus vous allez avoir de pages référencées, et du coup, meilleur sera votre positionnement aussi derrière. Ça participe énormément. Donc, doubler la vitesse d'un site permet des fois de doubler l'expérience même du robot de Google et du coup de vous donner beaucoup plus de chances de pouvoir avoir un site bien référencé. Ok, alors on va passer aux outils pour auditer un site. Alors Maëlys, est-ce que tu peux me parler de celui-là, la bête noire des devs? Qu'est-ce que tu penses de PageSpeed Inside, Maëlys? C'est le plus connu et Est-ce que je peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? c'est le plus connu. Ouais. Et vu que c'est par Google, en général, ça va être celui dont le score importe vraiment. Après, il y a plein d'autres outils. Il y en a qui sont spécialisés SEO, etc. Mais c'est vrai que si on veut améliorer son positionnement Google, celui-ci est quand même un peu plus important que les autres. Yes. Et après, il donne plein de stats, avec Pilotine par exemple. Je vais vous donner 2 stats, vous allez voir qu'ils sont assez. Je vais donner Pilotine et je vais donner Blue Comet. Alors Blue Comet, je sais .com, bluecomet.fr, et comme ça, on va voir la différence sur ces deux éléments-là. Alors pourquoi c'est la bête noire des devs, Maëlys? C'est très compliqué d'avoir de très bonnes notes en fait. Et même si on optimise au maximum, on peut avoir tout de même une note moyenne sur PageSpeed. Et parfois, c'est compliqué selon la solution utilisée. Yes. Vraiment le score. Et c'est surtout votre bête noire, j'ai l'impression aussi, parce que souvent un client, plutôt que de nous dire tiens, j'aimerais améliorer ça ou ça sur notre site, nous donne juste le score en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le score, ce qui est normal. Mais souvent, il y a même des fois, en fonction du site en tant que tel, de la structuration même, on peut pas faire grand-chose. Il y a quelques missions impossibles sur l'augmentation des scores sur PageSpeed Insight. Quand on met en place tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on augmente forcément cette note-là, mais la note en tant que telle n'est pas forcément synonyme non plus d'un site nickel chrome, quoi. C'est pas non plus quelque chose de parfait. Et donc, je vous montre 2 exemples. Un site tout pourri et un site qui est pas mal, qui est dans les normes plus, qui est bien fait. Donc, le site tout pourri, c'est celui de Pilotine. Donc, pour la petite histoire, on est en train de faire le refonte du site Pilotine. On avait mis le paquet à l'époque sur plutôt les animations, machin. On a fait un truc super sympatoche au niveau animation. Mais alors, niveau performance, c'est une catastrophe. Typiquement, il nous annonce des délais là de 5,6 secondes, 1,2 secondes, 4,9 secondes, 2,4. Il y en a un petit peu dans tous les sens, mais surtout, on a une pauvre note de 32 sur 100. En mobile, alors là, la catastrophe totale, 5 sur 100. Il faut savoir que votre note PageSpeed Inside aussi, elle évolue en fonction du moment de la journée ou autre. Il suffit que votre serveur soit un peu moins disponible, que votre cache ne soit pas encore mis, machin. Des fois, on peut se retrouver avec 1, des fois, on peut se retrouver avec 10, des fois avec 5. Bon, bah là, maintenant, c'était 5. Et sur l'ordi, on est à 32. Un site un peu plus correct, on va être sur Blue Comet, qui va avoir une note mobile de 51 et une note ordi de 89. Alors, première question pour toi, Maëlys. Pourquoi il y a une différence entre la note mobile et la note ordinateur, s'il te plaît? Là, comme ça, je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui vont jouer. Déjà, les tailles d'image, qui forcément, si elles sont adaptées pour le desktop, vont être beaucoup plus grosses sur le mobile et du coup trop grosses sur le mobile. Donc, on va être pénalisé là-dessus. Ensuite, sur WordPress, on peut créer des thèmes spécialisés pour le mobile et ça peut être très intéressant.
ou même des PWA, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, Donc, on reviendra voilà, je dirais les images principalement. Ouais. Effectivement, en gros, il y a un critère. Quand on descend un petit peu en dessous, bon, on va analyser les critères. Déjà, grosse différence, ordi mobile, il y a toujours une différence. La note mobile sera toujours moins bonne que la note ordinateur, à part pour les vrais sites mobile first. Mais quand on dit vrai site mobile first, c'est vrai site mobile first. Par exemple, chez Pilotine, on n'a jamais fait un site mobile first parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des clients, souvent des prospects qui viennent vers nous en disant ouais, j'ai besoin d'un site mobile first, machin. Ok, on dit ok. Donc en gros, vous êtes prêt à avoir vraiment un site qui est que pour mobile et la version ordinateur est un peu dégradée, c'est-à-dire qu'on va pas faire un site ordi et un site mobile, on va faire un site qui est pensé pour le mobile qui va après être un peu moins bien en ordi. C'est vraiment le principe du mobile first. Et finalement, tout le monde veut quand même son petit site ordinateur qui est bien fait et tout ça. Donc, nous, on est plutôt sur des sites responsive. Et quand on est sur un site responsive, la note mobile est forcément moins bonne parce qu'il y a eu plus d'optimisation quand même sur l'ordinateur et ça se retrouve dans presque tous les cas. Si certains d'entre vous, dans les participants, vous avez des exemples de sites qui ont une meilleure note sur mobile que sur ordinateur et qui sont sur du vrai responsive, bon, on est preneur parce que en général, on va dire 99,9% des sites sont plutôt meilleurs en ordinateur. Alors, on va descendre un peu sur la note. Donc, tous ces trucs-là, les données du laboratoire, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces éléments-là? Ils sont dans la presse, après on reviendra dessus, mais comment on peut analyser ça là? Je vois que par exemple sur Blue Comet, alors on va se mettre en ordi, tac, voilà. On a un first content full paint qui est à 1,1 seconde, un time to interactive 1,1 seconde, un speed index de 1,5, un total blocking time de 0, un largest content full paint de 1,2 et un cumulative layout shift de 0,392. Quels sont les chiffres qu'on doit réellement regarder là-dedans? Il y a surtout le First Contentful Paint qui, du Ouais. coup, correspond à l'affichage d'un premier élément dans le DOM HTML, donc dans le HTML. Il y a le Time to Interactive qui est intéressant aussi. Et le troisième, c'était C'est-à-dire le time to interactive, est-ce que tu peux nous dire un peu le plus? Time to Interactive, c'est combien de temps faut attendre avant de pouvoir cliquer sur un bouton, par exemple, cliquer sur un lien, pouvoir Ok. interagir avec le site. Parce que du coup, le site, ce que tu es en train de dire, c'est que le site, il peut s'afficher en tant que tel, mais des fois, on peut pas interagir parce qu'en fait, il y a encore des trucs en train de charger. Et du coup, PageSpeed fait la différence entre les deux. Exactement. Ok? Le troisième, c'était Largest Contentful Paint, il me semble. Ouais. Euh, je sais plus exactement. Je reviens. Attends, ouais, on l'avait là, on l'avait fait ici. Oui, c'est ça. Qui était l'affichage de tous les éléments, l'intégralité des éléments sur le site. Voilà. Et en gros, là, sur cette slide, on arrive à retrouver, quand on avait bossé ça avec Maëlys, on arrive à retrouver un peu les temps qu'il faudrait avoir normalement là-dessus. Donc, first input, là, entre 100 millisecondes ou 300 millisecondes, c'est là où il y a en fait, c'est ce qui fait qu'il va y avoir la petite couleur verte, la couleur orange ou la couleur rouge. Il part sur ces principes-là. Du coup, au niveau de PageSpeed Insight, on parle de ces principes-là. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord quand même que le truc qui va être le plus bloquant en final sur un site, ça va être plutôt celui-là, le time to interactive? Oui, bah, les deux premiers en fait, le First Contentful Paint et le Time to Interactive. Yes. Et en gros, en fait, quand on descend là, on voit des petites images. En gros, pourquoi au début c'est blanc? Qu'est-ce que ça symbolise ça? Bah, justement, le fait que ce soit blanc, c'est les 1,1 secondes de First Contentful Paint, Ok. où pendant une seconde, il n'y a rien sur le site. On est sur une page blanche. Ouais. Après une seconde, ça ne se ressent pas vraiment pour l'utilisateur. Ouais. Mais là, on peut le voir, il y a quand même ces 4 images blanches. Ouais. Et ça correspond souvent au temps de chargement, enfin le temps de réponse du serveur. Yes. Et Donc, après, en général, ça affiche ce qu'on appelle le CSS, c'est ça, avant d'afficher tout ce qui est image. bah, ça va déjà afficher le HTML avec le CSS s'il est optimisé et chargé rapidement. Et ensuite, oui, nous, on a configuré sur Bluecomet le fait que les images soient les îlots, donc se chargent après. Donc, c'est pour ça que là, on voit du bleu avant de voir l'image. Yes. Et alors, les îlots de bonne pratique ou pas? Oui, oui, oui. Ok, bon, on reviendra dessus après. Et en fait, en gros, quand on descend, ici, ça nous indique toutes les opportunités, donc toutes les choses sur lesquelles il faudrait agir, ce qui permettra, il y a une estimation des économies. Si on supprime en gros toutes les ressources CSS inutilisées, eh ben, on atteint du 44 secondes. À quel point cette donnée, je sais que ça, c'est le truc qui vous embête, on va dire, pour être pas vulgaire, le plus. On verra après comment l'optimiser, mais est-ce qu'il est possible de vraiment être parfait sur ces sujets-là, Malice?
Ça, c'est assez compliqué à moins d'utiliser vraiment avec du développement custom du coup, et de vraiment utiliser uniquement le CSS dont on a besoin. Mais par exemple, nous, on utilise Tailwind CSS et il y a des choses qu'on a besoin de charger pour que ça fonctionne. Et il y a certains éléments parmi tout ça qu'on n'utilise pas, mais qu'on ne peut pas forcément enlever. Ouais. Donc, voilà, selon la solution qu'on utilise pour le développement du site, on ne peut pas toujours améliorer au maximum cette ligne-là. Exact. Et on le reverra un petit peu après, mais donc ça notamment, quand vous utilisez un CMS, type WordPress ou Joomla ou Drupal ou autre, c'est un peu comme quand vous utilisez Excel. En général, Excel, vous l'utilisez pour, moi par exemple, je l'utilise pour faire des listes, pour avoir des additions, des soustractions, des divisions. Alors qu'en soi, on peut faire tellement de trucs avec Excel, sauf que du coup, on est obligé d'utiliser l'intégralité d'Excel. Excel se chargerait beaucoup plus vite s'il ne servait qu'à faire des multiplications et des additions. Et quand on utilise un CMS, bah, on a à disposition quand même pas mal de choses, comme WordPress, qui font que, ou quand on utilise la fameuse bibliothèque dont tu parles, la bibliothèque Tailwind, on a à disposition plein de choses et on n'utilise pas forcément tout. Et c'est pour ça qu'il y a un fameux débat aussi entre le sur-mesure et les thèmes prêts à l'emploi. On va en parler juste après, de voir vraiment les différences qu'il y a entre ces deux éléments-là. Parce que nous, on est plutôt team sur-mesure sur WordPress par rapport à ceux qui font du Elementor, Divi ou autre. On va revenir dessus. Ben, Elementor, Divi, c'est encore pire. Il y a encore plus de trucs à disposition et donc forcément, on accumule un peu plus. C'est pour ça que d'avoir ici une note parfaite sur les CSS, les JS ou autres, ça reste quand même très, très compliqué. OK. Alors, toc, toc, toc. Donc ça, c'était effectivement pour Google PageSpeed Insight. On a un autre qui est plutôt pour calculer la partie écolo de votre site. Donc je vous mets le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un test dessus. Donc vous mettez votre site web là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que ça vous donne une note écologique. Donc je vais faire le test en live, par exemple sur Blue Comet. Alors attention, hein, il y a beaucoup de bullshit sur le côté écologique des sites. Un site écologique, en gros, c'est un site qui n'existe pas. Comme une voiture écologique, ça n'existe pas parce que voilà, ça pollue quand même. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous donne quand même une idée, par exemple, de l'empreinte carbone de votre site web. Si demain vous avez comme objectif de compenser, par exemple, votre empreinte carbone ou de voir si votre site est quand même assez respectueux, on va dire, ou vous réduisez votre empreinte numérique, c'est pas mal. Mais bon, c'est impossible de faire un site écolo. Un site écolo, ça n'existe pas, malheureusement, si on veut. Bon, en gros, voilà, il y aura une note. Alors, ça aurait été cool d'avoir la note de Blue Comet, mais là, il a un peu de mal. Ah, attends, il dit il y a un problème. Alors oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, OVH a eu un petit pépin aujourd'hui. Ils ont fait cramer tous leurs serveurs. Potentiellement, Website Carbone utilise une des parties des serveurs d'OVH, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs trucs qui étaient un peu down. Je ne sais pas si vous avez été au courant de cette actualité chaude du moment. Et notamment, on va vous parler d'un outil qui utilise tous ces serveurs sont chez OVH et du coup, il est un peu cramé là. On va vous en parler juste après. Donc, quand on était sur Pilotine, on voit que PagePin, on a des notes pourries, 6 et 21, 27. On l'a d'ailleurs amélioré, je crois qu'on était vers 50. Pingdom, c'est un autre outil qui permet de tester ça. On a une note catastrophique aussi. Et notre note environnementale, on a à peu près 1 gramme de CO2 à chaque fois qu'une personne vient sur notre site. Donc, c'est plutôt lourd parce que le site est assez lourd à charger ou autre. Donc, c'est plutôt pas top top. Et la note, une autre, c'est Eco-Index. Voilà, on a une note de 21,4. Donc, c'est la note E. C'est comme dans les parties énergétiques, c'est pas top du tout. Quand on est sur des sites plutôt bien faits comme Blue Comet, on atteint du 90-64 sur PageSpeed, sur Pingdom, on a des bonnes notes, on est sur 84. En note environnementale, on est sur du 0,39 et une note de 61. Donc, je vous invite à passer les tests pendant la session et à nous partager les notes, s'il vous plaît, dans les commentaires. Comme ça, on pourra sûrement aller regarder à la fin, quand on sera aux questions-réponses, vos sites pour donner peut-être des axes d'amélioration si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à partager votre note et l'URL de votre site. OK. Pardon, Julien, je te coupe. Une petite chose sur les sites comme Website Carbone. Ouais. Pour que l'hébergeur soit catégorisé comme hébergeur vert, il faut que l'hébergeur ait fait la démarche. Et par exemple, nous, notre hébergeur, c'est O2Switch. Et ils n'ont pas fait cette démarche, ils ne souhaitent pas la faire parce que pour eux, c'est juste évident, donc ils n'ont pas envie de faire de la pub plus que ça dessus. Donc, nos sites ne sont pas répertoriés comme étant hébergés sur un hébergement vert. Donc, la note est un peu faussée par rapport à ça.
Oui, tu as extrêmement raison de le préciser. On va reparler après un peu de ces hébergeurs et notamment ceux qui sont bien foutus pour accélérer les temps de chargement de vos sites. Et le nôtre, effectivement, en fait, a une démarche green, on va dire pas écolo, parce que c'est pas écolo, Oui. mais a une démarche green assez forte et bien au-dessus de la moyenne des hébergeurs. Mais vu qu'ils ne veulent pas payer la labellisation et en gros s'embêter avec ces normes-là, du coup, ils l'ont pas passé, donc il n'est pas catégorisé là-dedans. Un peu comme toutes les boîtes qui font des choses bien en termes de management, mais qui passent pas les labels RSE, ça revient un petit peu au même. Ou tous ceux qui sont bio, mais n'ont pas le label bio, juste parce qu'ils n'ont pas passé les trucs. Donc tu as raison d'indiquer tout ça. Donc ça, c'était la partie sur Pagefeed Insight. Et maintenant, on va passer aux outils pour optimiser techniquement son site WordPress. Et Maëlys, je vais te laisser en parler. Alors, pourquoi éviter les thèmes le plus possible? On a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais Oui, c'est quoi du ton coup, avis sur les thèmes? c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Dans les thèmes comme Divi, Avada, Elementor, etc., il y a beaucoup de choses de disponibles et donc beaucoup de ressources chargées inutilement parfois sur les pages. Donc après, j'ai l'impression qu'ils essayent de s'améliorer par rapport à ça, mais ça restera toujours plus que sur un thème custom où il y a forcément beaucoup moins de choses inutiles de charger. Yes. Donc, par thème custom, c'est sur mesure, c'est ça? Oui, sur mesure, pardon. Ok, pas de souci. Du coup, c'est la petite battle, effectivement. Donc, ce qu'on appelle les page builders, ou des fois c'est des plugins, des fois c'est des thèmes, des fois c'est un peu de tout. Mais en gros, des éléments prêts à l'emploi qui sont faits en fait pour un petit peu tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni designer ni développeur en fait peut faire son site. Et la version sur mesure, par exemple, donc chez Pilotine, ça s'appelle le PiloPress, parce qu'on a fait un peu de R&D là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être? Rapidement, du PilePress, oui. Ouais, enfin, ou la différence entre les deux, t'en as déjà un peu parlé, mais ouais, du PiloPress. Là, j'avais mis voilà, les petits avantages du PilePress, contrairement à un Divi, Elementor, etc. Par exemple, avec le PilePress, on peut créer un design system. Donc, ce qui fait que on peut ajouter son contenu sans pour autant avoir un site arc-en-ciel à la fin. Après, c'est aussi très simple d'utilisation, étant donné que ça nécessite forcément du développement. Ça va fonctionner avec un système de sections, comme les blocs Gutenberg en quelque sorte. Du coup, le développeur va développer uniquement les sections requises pour le site et l'utilisateur final qui va saisir le contenu aura le choix uniquement dans ces sections-là. Donc, du Ouais. coup, moins de temps Attends, perdu à pour chercher. illustrer un peu ce que tu es en train de dire, pour que ça Oui. fasse sens aux personnes qui n'ont pas forcément le vocabulaire technique là-dessus, quand Maëlys parle de design system, après tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Quand tu parles de design system, c'est par exemple tout la typographie, les couleurs des boutons, les types de boutons, tous ces éléments-là en fait qui sont cohérents sur l'intégralité du site. En fait, quand on est sur un Elementor, si je comprends bien, un Elementor, Divi ou autre, en fait, je peux mettre n'importe quel bouton. Je dis, ah tiens, celui-là, je vais le mettre rose, lui, je vais le mettre violet, lui, je le mets petit, lui, je le mets gros, lui, je le mets à l'envers, tout ça. Alors que nous, en fait, on définit en disant, tous les boutons auront plutôt cette tête-là. C'est ça? Exactement. Ok. Et le deuxième qui était sur les sections, quand Maëlys parle de sections, donc par exemple la partie haute là où on voit cette image en haut, après on descend, il y a des pictogrammes avec un bout de texte en dessous, après il y a un bouton, après il y a ce qu'on appelle un damier, image à gauche, texte à droite. Ça, ce sont des sections. Donc en gros, vous, au niveau dev, enfin les designers et les devs, vous designez et développez des sections. Et après, en fait, on peut utiliser ces sections sur l'intégralité de son site, mais c'est pas comme sur Elementor où on peut dire, oh tiens, là, si j'enlevais la photo, puis je mets le texte au milieu, puis je le mets à droite, en haut, à gauche, c'est ça? Il y a un peu moins de flexibilité au final quand on fait du sur-mesure. Oui, c'est ça. Ok. Mais c'est ça, en gros, qui permet aussi d'accélérer un peu le temps de chargement. Exactement. Parce qu'on va développer, par exemple, une seule section slider et ne mettre qu'une seule librairie correspondante à ce slider. Ouais. Ce qui évite Mais d'ailleurs de rajouter des plugins de slider. Et puis des fois même on a trouvé des sites. Je sais pas si toi t'es déjà tombé dessus, mais moi je crois que j'en ai vu un une fois. Il avait genre 3 ou 4 plugins de slider différents, ce qui alourdit et fait énormément le back office et le front derrière, quoi. oui, tout à fait. Après, il y a deux avantages au PiloPress. Du coup, pour le côté développeur, en fait, en tant que développeur, c'est un framework qui, du coup, amène une certaine manière de développer. Mais pour l'utilisateur final, ce sera un peu la même utilisation qu'un page builder. J'aime pas énormément ce terme, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ouais. Et le point positif aussi, c'est que c'est totalement open source et c'est gratuit, étant donné que c'est un plugin publié sur tout le repo WordPress.
Ok. Alors, sachant qu'on n'est pas trop là non plus pour faire notre pub, en fait, si on se permet de vous parler du PiloPress, c'est surtout pour vous parler de la démarche derrière qui est de faire du WordPress sur mesure qui existe. En fait, la majorité, enfin beaucoup de gens assimilent WordPress avec le site pour faire des blogs. On va utiliser des thèmes qu'on trouve à gratuit ou à 70 euros sur Internet, là, sur ThemeForest ou autre. Mais il y a quand même de nombreux développeurs qui utilisent aujourd'hui WordPress en faisant du sur mesure comme nous. C'est juste que on a essayé d'aller un peu plus loin en industrialisant un peu la démarche de création de site. C'est un petit peu ça qu'on fait avec le PiloPress. Tout à fait, ouais. Enfin, la création de site du coup sur mesure, en passant notamment par ACF. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent ACF, mais ACF du coup est un plugin qui permet de faire de donner en fait le droit à l'administrateur de gérer ses champs et de pouvoir en fait administrer l'intégralité de son site. Alors que quand on code en dur, en fait le truc le plus rapide pour un dev, c'est de coder en dur. Mais du coup, l'administrateur, il peut rien faire. Là, le but du PiloPress et surtout d'ACF, en fait, c'est de donner la possibilité à l'administrateur de gérer son site, tout en ayant quand même quelque chose qui soit super bien optimisé au niveau du code. Mais c'est vrai que d'avoir tous les avantages d'Elementor sans ses inconvénients qui sont la lourdeur et tous ces éléments-là, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est pour ça que nous, par exemple, on a pris le parti pris de faire du sur-mesure et on a mis en place quelque chose qui est à destination plutôt de développeurs, mais un designer, il serait un peu perdu avec le PiloPress et monsieur et madame tout le monde aussi. Par contre, un dev, il y arrive. Mais tout ce qu'on va voir après sur l'optimisation de la vitesse, de toute façon, marche qu'on ait un PiloPress, qu'on ait en sur-mesure, qu'on soit avec Elementor ou autre. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler des plugins à problème? Oui, et bien Visual Composer, très bon exemple. Faire attention aux plugins qu'on installe sur son site et à ne pas en avoir trop, surtout. Il y a une petite règle que moi j'utilise personnellement, c'est les plugins qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps, donc ça peut être un an par exemple. J'évite. S'il y a des mauvaises notes, toujours aller voir les commentaires de pourquoi il y a des mauvaises notes. Par exemple, sur ACF, il y a des notes à 1 étoile parce que c'est des non-développeurs qui ont essayé d'installer le plugin. Donc, ce sont des notes, par exemple, pour celles-là qui ne servent pas à grand-chose, qui ne sont pas représentatives. Mais voilà, bien faire attention aux notes et aux commentaires. Et sinon, ne pas installer 4 extensions de sliders sur le site, ça sert à rien. Et voilà, essayer au maximum prendre des plugins optimisés et en lesquels on a confiance. Yes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre back-office. Premier petit conseil, aller faire un tour sur votre back-office. S'il y a des plugins qui ne servent à rien, vous les dégagez. Parce que d'ailleurs, ça peut vous faire des grosses failles de sécurité, des plugins non mis à jour ou trop anciens ou avec des notes pourries. On a fait un webinaire sur le sujet avec Mickaël chez nous sur la sécurité, comment pirater un peu le site de vos concurrents, mais surtout comment sécuriser le sien. Donc, vraiment supprimer vos plugins et en plus, ça allège un peu le back-office et parfois souvent le front parce que ça évite d'avoir en fait 4 bouts de code pour faire une même action qui est de générer un slider. Alors, l'hébergement, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de l'hébergement, s'il te plaît, Maïs? Tout à fait. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'une des premières notes de Google PageSpeed Insights, ça va être à peu près la vitesse de réponse du serveur. Donc, Ouais. si on a un serveur, par exemple, les OVH mutualisés à 2 euros par mois, il ne faut pas s'attendre à avoir une note de concours, quoi. Et si on a un site qui a besoin de beaucoup de ressources, investir dans un serveur, ce sera très important. Exactement. Donc nous, en gros, on recommande O2Switch tout simplement parce qu'on passe par eux, on est client. Nous, en fait, on a un serveur qui coûte à peu près 200 euros chez O2Switch. On a vraiment le serveur complet. D'ailleurs, on va l'améliorer avec Lightspeed. C'est le truc qui se trouve en dessous. J'en ai parlé avec Dame tout à l'heure, Maëlie. Je pense qu'on va passer sur Lightspeed parce que en rajoutant Lightspeed, alors me demande, enfin, je sais pas techniquement comment ça fonctionne derrière. Peut-être que toi, Maëlie, tu auras des infos. Mais Lightspeed va nous super booster en fait le serveur et va nous permettre d'avoir des fois des temps de chargement sur la partie serveur. Donc ça fait pas tout, hein, c'est vraiment la partie serveur. Des temps de chargement jusqu'à 10 à même 100 fois plus rapide. Donc du coup, ça va nous faire gagner énormément de temps sur cette partie-là. Et c'est vrai que souvent des sites qui rament beaucoup, ils sont en général sur des mutualisés, pas chers, OVH, machin. O2Switch, on est à 5 euros par mois, donc c'est bien entendu plus cher qu'OVH, mais c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Ça sera pas non plus parfait. Le truc parfait, ça serait vraiment, vous avez votre propre serveur qui envoie du bois, vous avez mis Lightspeed dessus et vous l'avez mis sous perf, quoi, en gros, et là, il fonctionne. Et du coup, notre reco, que ce soit O2Switch, Infomaniac aussi est pas trop mal, apparemment. Et puis, il est très green, justement. Infomaniac en Suisse est pas trop mal. Mais voilà. Mais O2Switch,
à Clermont-Ferrand, français, Cocorico et tout. Le prix d'un bon serveur, en général, il va entre 30 et 100 euros par mois. Et par exemple, nous, c'est ce qu'on refacture à nos clients qui passent par nous. On est sur du 30 euros par mois, ce qui permet d'être sur notre serveur O2 Switch. Voilà, on vous dit tout en toute transparence. Ouais, tu as des infos sur ça? Je voulais juste, on a regardé tout à l'heure justement avec Damien, qui est le lead développeur chez Piloting. Dans l'offre unique, c'est comme ça qu'il l'appelle chez O2 Switch, il y a Lightspeed déjà dedans. Donc, très bon point. Et très rapidement et très schématiquement, Lightspeed, ça va permettre de faire du cache au niveau du serveur directement. Donc, c'est ce qui fait que le site répond beaucoup plus rapidement. Et puis, voilà. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est ce fameux cache, à chaque fois on vous dit de vider les caches et tout. Donc là c'est un cache qui est du côté serveur, il n'est pas du tout sur votre ordi. C'est-à-dire il va faire une image de votre site et des données de votre site à un instant T. Par exemple, il va le charger une fois par jour ou toutes les 2 heures. Et toutes les 2 heures il génère le site et comme ça la première personne en fait ça charge doucement et toutes celles d'après ils vont profiter de ce fameux cache. C'est ça, Maëlys, ou je dis des bêtises? Non, c'est ça. C'est ça, moi je suis trop fort. Ok, donc voilà. Donc par exemple, nous, avec un serveur dédié, il va falloir qu'on rajoute Lightspeed pour que nos clients puissent en profiter. Chez O2 Switch, avec la version à 5 euros, il est déjà. Mais voilà, on est sur un mutualisé, ce qui est quand même toujours un peu moins puissant. Mais là, on est déjà bien mieux que OVH. Et en plus, les pauvres OVH, ils se sont pris un bon incendie aujourd'hui dans la tronche. C'est pas top. Et alors, on va vous parler de WP Rocket. Et justement, c'est eux qui se sont fait flinguer aussi en même temps qu'OVH, puisqu'ils avaient tous leurs serveurs chez OVH. Pas de bol. Et du coup, normalement, le site n'est plus accessible. Enfin, il était plus tout à l'heure quand j'ai testé, donc je sais pas s'il y a encore. Mais on vous recommande à fond ce plugin-là. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Maëlys? C'est celui qu'on met de partout, nous, en gros. Du coup, oui, WP Rocket, on l'utilise pour faire du cache au niveau du site, donc avec plein d'options, etc. C'est l'un des plus connus et il est français, il me semble. Voilà, donc il y a beaucoup d'options. Il faut, voilà, c'est ce qui est marqué à côté, ne flinguez pas tout. Beaucoup d'options. Donc en général, selon le site, on peut à peu près tout activer, mais c'est du test and learn. Donc on active, on vérifie que ça n'a rien cassé et on continue. Et si jamais ça a cassé quelque chose, eh bien, on revient en arrière. Ouais, donc ça permet de compresser le CSS, le JavaScript, etc. Et de les charger en différé, par exemple, ça peut être un des retours que vous avez sur PageSpeed Insight. Voilà. Sinon, oui. Tu allais parler d'Imagify, c'est ça? Oui. Attends, juste donc WP Rocket, là, donc ils ont aussi cette histoire de le fameux cache qui est côté serveur. Eux, ils gèrent le cache côté site, justement. Du coup, si vous avez un cache côté serveur, un cache côté site, normalement, c'est censé charger hyper rapidement. Et WP Rocket, donc c'est un truc qui est payant, je crois, c'est ça, hein, il y a une version premium. Oui, oui. Je sais plus à combien, ça doit être 100 euros par an, un truc dans le genre, non? J'ai pas pris en tête. Ouais, bon, ça doit être ça, je pense. C'est une centaine d'euros par an. Si vous avez les prix, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous ai mis un lien pour aller voir. Et notamment, donc, ils intègrent effectivement dans leur solution aussi Imagify, qui fait partie du même groupe, dont Maëlys allait vous parler. Voilà, du coup, Imagify, fait par WP Rocket. Ils ont une version gratuite qui correspond à peu près 200 images par mois environ. Et nous, on a pris la version infinite, comme ils l'appellent. Donc, des optimisations d'images à l'infini. Donc oui, ça permet d'optimiser les images. Il y a différents critères. On peut soit les optimiser de manière assez light pour garder au maximum la qualité, soit les optimiser au maximum et avoir une qualité un petit peu moindre. Donc ça, c'est à nous de choisir au moment de les optimiser. Mais de toute manière, il y a des WordPress qui a ajouté dans la version 5.3, il me semble, une taille maximum d'images de 2560. Donc, impossible d'ajouter des images plus grandes que ça, ce qui permet de ne pas avoir des images trop grosses aussi. Et voilà, on recommande à peu près 200 KO d'images, maximum par image, pour ne pas avoir trop d'images lourdes sur son site. Oui, parce qu'en fait, il y a des clients, souvent, ils nous disent, ouais, il nous faut un site qui dépote, machin, bidule. On leur fait un site qui dépote, très bien. Et après, on leur livre le site, et puis la première image qu'ils rajoutent, ils vont mettre un truc de 3 mégas, avec 5 mégas, notamment si on est dans le domaine de la photographie. En général, ils veulent une définition de fou, et ils veulent que ce soit parfait, nickel chrome. Donc, ils prennent pas de risque, ils mettent le 5 mégas. Sauf que des trucs comme Imagify,
ça va optimiser votre image. Mais si elle fait 5 mégas de base, elle va pas se transformer non plus en 10 kilo-octets, quoi. Donc, il faut quand même avoir des fichiers qui soient optimisés à la sortie de Photoshop ou à la sortie de n'importe quel outil que vous avez. Si déjà le fichier est pas mal, Imagify va permettre on va dire, de sublimer ça. Mais si vous partez avec des fichiers de 4-5 gigas, ça va pas aider. Donc, c'est pour ça qu'on recommande quand même en amont du site de quand même déjà optimiser vos images. C'est le meilleur moyen de faire ça. Et notamment de pouvoir recadrer l'image au bon format. Si sur votre site, sur votre blog, par exemple, tous les images sont plutôt de 500 pixels de haut par 1000 de large, bah faites des images de 500 de haut par 1000 de large. Parce que si vous faites un truc qui déborde un petit peu, en fait, l'image en soi, elle s'affiche, enfin, elle est chargée, mais elle ne s'affiche pas en entier. Donc, du coup, ça active un peu plus de ressources. Donc, vraiment, essayez de les alléger un maximum vos images. Même si vous avez mis des Imagify ou autres, c'est nécessaire de faire un peu de taf en amont quand même. Ok. Au niveau cloud et optimisation serveur, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau là-dessus, Maëlys? Eh bien, il y a différentes solutions, différentes options. Là, pour Google Cloud et AWS S3, ça va être plutôt pour héberger tout ce qui est le dossier WP Upload de WordPress. Donc vos images, quoi. Oui, c'est ça, enfin les images, les documents, etc. Sur un cloud, donc externe au site, ce qui va du coup faire en sorte que le serveur soit plus rapide et aussi optimiser tout ça. Pour Cloudflare, moi j'ai regardé surtout, ils ont une solution pour mettre des CDN. Donc ça vous permet d'héberger par exemple vos fichiers style à l'extérieur et aussi d'optimiser votre site par rapport à ça. C'est ça. Donc en fait, l'histoire des CDN, tous ceux qui ont déjà pris un abonnement chez OVH, vous devez voir, vous prenez votre nom de domaine et après ça vous dit genre CDN gratuit, CDN premium, CDN machin bidule. Ils vous proposent à chaque fois ça. Et en fait, le principe, c'est qu'en gros, votre site va être répliqué à plusieurs endroits dans le monde. Il va être répliqué un peu partout. Donc, notamment à l'international, bah, c'est pas trop mal. Parce que si quelqu'un se connecte depuis la Bolivie, eh ben, il aura plutôt un serveur qui est proche de la Bolivie qui va lui afficher votre site. Dites-moi si je dis des bêtises, mais qui va afficher votre site. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un temps de réactivité plus long. Enfin, plus rapide, pardon. Puisque forcément, bah, votre donnée, va falloir qu'elle traverse la planète. Donc, le CDN permet d'avoir des répliques un petit peu partout. En plus d'avoir d'autres optimisations, alors vu que je suis pas technicien, je pourrais pas vous en dire plus. Mais ce qu'a dit Maëlys là sur le Google Cloud et AWS, c'est vraiment que tous vos fichiers statiques, ils vont être à un autre endroit. Donc, du coup, un autre endroit qui est encore plus optimisé que votre propre serveur pour afficher vos images. Mais en gros, on sépare votre site en deux. Il y a tout ce qui est les fichiers HTML, CSS, machin à un endroit, et tous les fichiers statiques, voilà, ils vont être à un autre endroit, et donc du coup, vous avez votre site qui est aussi à deux endroits différents. Donc tout ça permet d'améliorer, en gros, les performances. Là, on commence à rentrer, par contre, dans le domaine du technique. Encore là, hein, installer WP Rocket, Imagify, on va dire fastoche. Commencer à mettre du Google Cloud, AWS, gestion d'un Cloudflare et tout. On commence à être sur un petit peu du technique. Forcément, c'est là aussi où il y a à chercher pas mal de performances, mais ça commence à devenir technique, donc c'est moins accessible. Donc on ne le mettra pas forcément dans notre grosse recommandation après, quand on fera le récap. Qu'est-ce que tu peux nous dire des API externes quand il y a un client qui te demande un truc où il faut synchroniser 150 API, mettre au jar, Analytics, machin, bidule? Bah, première réaction, c'est attention, ça va surcharger le site. Ouais. Pour Hotjar, par exemple, ça permet de faire une carte un petit peu de où les gens regardent, où les gens cliquent sur le site pour voir comment optimiser sur le site. Mais du coup, c'est aussi en train de regarder en permanence tout ce que l'utilisateur va faire sur le site, donc forcément, ça va le ralentir. Ouais. Pareil pour Google Analytics et compagnie, de toute façon, tous les appels supplémentaires vont forcément ralentir un petit peu le site. Sumo, je ne connais pas. Julien, est-ce que... Sumo, c'est c'est moi qui l'ai rajouté celui-là. Sumo, c'est pour mettre, alors je sais plus s'ils ont carte de chaleur comme Hotjar, mais tu peux mettre un petit bandeau qui vient s'ajouter, genre il y a marqué télécharge notre livre blanc, avant que tu partes de ton site, ça dit, est-ce que tu es sûr que tu veux partir, tu veux pas m'acheter je sais pas quoi, et du coup forcément ça, comme l'a dit Maëlys, en fait c'est des outils qui surveillent votre comportement. Donc pour surveiller votre comportement, en gros ils activent des scripts qui vont regarder en permanence, par exemple le mouvement de votre souris, ils vont calculer tout, donc dès que votre souris bouge, ils enregistrent des informations. Et bah tout ça, forcément, ça pompe de l'énergie. C'est un peu comme si vous mettiez dans vos bureaux une caméra dans chacune des pièces. Bah vous avez l'électricité de la caméra, vous avez la caméra en elle-même, tout ça, et tout ça, ça surcharge un peu en énergie.
Et donc, du coup, votre site est plus long à charger parce qu'en fait, il doit charger votre site, vos images, mais aussi Sumomi, mais aussi Hotjar, mais aussi Analytics. Donc, en gros, un site qui serait nickel en termes de temps de chargement, si on doit un peu commencer à récapituler, en fait, il y a du code ultra sur mesure, donc même pas de CMS, rien. Il y a même pas Google Analytics et il y a pas grand-chose, quoi. Une page blanche, alors là, ça charge en 2-2. Donc après, il faut faire forcément des petites concessions. Typiquement, mettre Analytics ou un autre, hein, si vous êtes plus franchouillard, ça paraît un petit peu nécessaire pour voir ses stats, sauf si vous dites, moi les stats, je m'en fous. Mais du coup, forcément, chaque décision d'intégrer un outil de marketing automation, si ça, vont venir surcharger un petit peu l'utilisation de votre site, comme rajouter des plugins et tout ça. Alors, petit point sur les adaptations graphiques. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des quelques recos qu'on peut donner à nos clients en général? Oui, du coup, déjà, le moins de sections il y aura, mieux ce sera. Donc, les sections, c'est les fameux trucs des sliders. Au lieu d'avoir 18 types de sliders, un seul. Est-ce que ça change vraiment énormément ça ou pas de nébasse non plus? Si, quand même. Là, sur un site qu'on est en train de développer en interne, il y a près d'une soixantaine de sections. Ah oui. Ça se ressent, ça commence à se ressentir quand même. Donc après, je sais pas si tous les sites ont besoin de 60 sections différentes, en sachant qu'elles sont toutes un petit peu customisables, modifiables avec des options. Ouais, par exemple, pour la refonte du site de piloting qu'on est en train de faire, justement, les designers, ils vont présenter toutes les sections potentielles. Par exemple, des fois, genre, la foire à questions, il y en a 2 différentes. Mais bon, c'est bon, on n'en prend qu'une. Il y a des sliders, des fois, qui sont un tout petit peu différents, où il y a une liste de points qui est soit à gauche, soit à droite. Autant en choisir une seule qui fait le même job. Parce que derrière, du coup, c'est moins de design, moins de coûts en développement et un site qui charge plus rapidement. Donc, souvent, on a tout intérêt à simplifier quand même un peu la structure de son site, quoi. Tout à fait. Après, il y a les animations aussi. Selon les animations, si c'est pas des animations CSS qui restent, ça alourdit, mais ça reste jouable. C'est par exemple toutes les animations en 3D, etc., qui vont nécessiter une librairie supplémentaire. Ça, pareil, une librairie supplémentaire, donc ça va ralentir le site. Ensuite, au niveau des vidéos, souvent on a des demandes clients pour mettre une vidéo sur le héros de la page d'accueil. C'est la partie haute, le héros, c'est ça? Oui, c'est ça, le bandeau avec l'image en général. Ça, on déconseille de manière générale parce que faut charger la vidéo, ce qui sera forcément plus lourd qu'une image. Et puis au niveau accessibilité aussi, c'est pas forcément conseillé parce que une personne qui va naviguer au clavier, il va être importunée par le son de la vidéo. En général, on ne peut pas faire pause. Donc, ouais, mais c'est joli. Oui, c'est joli, mais il faut que ce soit une vidéo sans son, il faut que ce soit, voilà. Ouais. Qu'elle soit pensée pour, quoi. Ça, on va pas prendre n'importe quelle vidéo YouTube pour la mettre ici. Ouais. Après, au niveau de l'habillage, c'est vrai que si on veut optimiser au maximum, les images, ça reste quand même le plus lourd. Si on peut utiliser des illustrations qui seront plus light et plus simples à charger, ce sera mieux. Après, Google adore le texte, donc c'est bien le texte aussi. Et oui, au niveau des formats d'images, il y a des formats d'images plus récents comme le WebP que Imagify peut gérer, par exemple, qui seront à préférer aux JPEG et PNG classiques, puisque ce sera beaucoup plus optimisé de base au niveau du format. Yes. Bon, si vous comprenez bien, en gros, vous voulez un site rapide, vous avez un site moche, bien optimisé et tout ça. Donc, il faut là aussi, encore une fois, je pense, faire quelques concessions. Genre peut-être une vidéo plutôt que d'en avoir 1 million. Effectivement, plutôt des animations 2D, parce que là, et d'ailleurs, en plus, la 3D est extrêmement compliquée à mettre en place. Ça existe, mais c'est extrêmement compliqué. Donc après, c'est juste un savant équilibre entre tout ça, entre un site quand même qui envoie du bois et un site qui est bien optimisé. Mais là aussi, donc comme l'a dit Maëlys, sur vidéo et photo, on a pas mal de choses à gagner. Mais si vous optimisez bien ces éléments-là, au final, il y a plus à les charger peut-être avec le serveur, avec la gestion des caches, qu'avec de la maxi amélioration là-dessus. En gros, si vous faites les gros coquins sur tous ces 5 points-là, en ayant un site bien lourd, mais que vous avez un bon serveur, vous avez un bon gestionnaire de cache, vous avez un bon CDN, vous avez tout ce qu'on a vu un petit peu avant, franchement, on aura déjà une bonne note. L'inverse est moins vrai. Si vous avez un serveur tout pourri, tout ça, mais par contre, votre site, il y a presque pas grand-chose, en fait, il risque d'être même beaucoup plus lent. Alors, on a fait un petit récap du coup.
je te laisse faire le récap en gros de ce qui prend du temps et de ce qui est réellement utile en fait quand on dev un site ou quand on Oui. optimise son site WordPress. Bah, du coup, je vais commencer par le point 6. Qui, après, ça nécessite quand même un certain budget, puisqu'un site personnalisé, c'est forcément un free ou une agence. Donc, au possible, éviter les builders, enfin les page builders comme Elementor, etc. Ensuite, le plus important, c'est l'hébergement. Clairement, l'hébergement. Prenez un hébergement à la hauteur de votre site et de vos attentes. Ensuite, ce qui est assez simple à faire et vous pourrez faire tout de suite après le webinaire, installer WP Rocket et Imagify et essayer d'activer le plus d'options possible. Voilà, Ouais. ça c'est Après, déjà une bonne chose. comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, si vous activez des options et que ça fait planter votre site, vous avez juste à décocher et ça revient comme avant. Exactement. Après, ce qui est bien aussi, c'est de faire le nettoyage dans les plugins qui sont installés. On a beaucoup de sites clients où les plugins sont installés, ils ne sont même pas activés, mais ils sont quand même là. Donc, bah, ça fait toujours des fichiers présents sur le serveur, donc à supprimer s'ils ne sont pas utilisés. Et ensuite, si vous avez vraiment la possibilité de le faire, mettre un CDN. Mais ça, pareil, c'est un peu plus technique, donc moins facile à faire. Exactement. On n'a pas mis là, mais on limité les fameux hotjar, machin, bidule, là, tous les trucs que vous pouvez installer qui font des connexions à l'extérieur. Si vous pouvez éviter de les mettre, c'est bien, mais parfois, si votre site fonctionne grâce à ça, bon, c'est un peu compliqué. Par exemple, sur le site de Pilotine, on a forcément ActiveCampaign. On a notre outil de marketing automation qui permet de regarder un peu quand on fait des envois d'emailing où est-ce que les gens se rendent sur le site. Si on l'enlève, on aura quand même moins de data, donc on générera moins de leads, donc on aura moins de clients, donc c'est pas top top. Donc on préfère perdre quelques microsecondes de chargement là-dessus. Par contre, sur tout le reste, sur le futur site, il faudra pas qu'on fasse trop de concessions. Ok. Bon, non, les liens complémentaires, en fait, j'en rajouterai après. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer aux questions-réponses. Tac. Alors, je vais dans la partie questions. Alors, Maëlys, est-ce que tu es prête? Alors, n'hésitez pas à aller sur la partie questions du chat et à poser vos questions à Maëlys directement. Alors, Jonathan nous demande quelles alternatives à Google Analytics conseillez-vous? Eh bien, j'ai vu qu'il y avait une réponse dans le chat de Marie-Béatrix Fontaine. Donc, Matobo, c'est une bonne alternative et ils sont vraiment au top au niveau RGPD, étant donné qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui sont stockées. Donc, Matomo au top. Et c'est plus lourd ou enfin, c'est pareil qu'Analytics au final en termes de temps de chargement? Je ne saurais pas trop te dire, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose, hein. Donc, même combat pour l'optimisation du site, mais c'est français? Bonne question. Bonne question. Bon, on verra. Mais bon, potentiellement en français, mais surtout peut-être un peu plus RGPD, confidentialité. Vous ne me donnez pas vos données à Google, tout ça, quoi. Ok. Alors après, on a Sébastien. Au niveau des nouveaux formats d'images type WebP, vous en pensez quoi? J'ai pu l'expérimenter sur les sites dernièrement et c'est vrai que ça améliore pas mal la rapidité de chargement. Après, on passe par Imagify, donc ça reste des PNG, des JPEG de base qu'on a transformés en WebP. Ah, donc c'est moins bien que de les faire direct en WebP, c'est ça? Il me semble que Imagify il les convertit en fait. Donc ça fait des vrais WebP, mais il faudrait essayer avec vraiment des images WebP de base et par rapport à des images JPEG PNG converties. Je pense que la différence est là, mais à voir selon le nombre d'images du site. Ok. C'est une bonne chose à faire après. Est-ce que c'est le jour et la nuit? Je ne saurais pas dire. Ok. Alors, question d'Antoine. Comment supprimer les contenus qui bloquent le rendu ou inutilisés? CSS, JS, qui sont indiqués dans mon test PageSpeed Insight. Il demandait une petite démo possible, potentiellement. Ça, je pense que ça va être chaud, la démo. Mais voilà, comment supprimer les contenus qui bloquent le rendu? À part si tu te chauffes sur une démo, hein, tu peux. Bah, ça va vraiment dépendre du site, en fait, de ce qui est utilisé. Par exemple, si c'est Elementor, etc., il y a sûrement des options pour optimiser tout ça. Mais là, comme ça, je ne saurais pas trop répondre. Ça va vraiment dépendre du site. Mais en général, toi, quand un client vient te voir à la fin d'un projet, il dit ouais, bon alors votre site super, mais Google PageSpeed Insight, il m'a dit il faut supprimer les CSS. C'est quoi ton cheminement un peu? Tu vas contrôler, tu supprimes effectivement quelques lignes ou tu dis juste allez WP Rocket fait le ménage. Comment tu gères ça? Bah, déjà, je vais essayer avec WP Rocket. Mais c'est surtout, je vais regarder quel est le CSS signalé comme étant à supprimer. Ok.
Et là, sur le site, dernièrement, je regardais un peu plus en détail. En fait, c'est la version cache du style minifié de WP Rocket. Donc, en fait, Google me C'est demande de le- changer le style du site. Donc, Donc, c'est WP Rocket lui-même qui fait un truc qui est complexe, quoi, c'est ça? WP Rocket le met dans un fichier cache sur le site. Ouais. Et c'est un fichier CSS qui est minifié, donc avec des chiffres et des lettres incompréhensibles en nom de fichier. Ouais. Et Google ne doit pas le comprendre comme étant le style principal du site, donc il me demande de le supprimer, mais non, Ok. je ne peux pas le faire. Mais ouais, en fait, des fois, même Google, il peut pas tout analyser. Il a pas une connaissance parfaite de tout, donc des fois, il raconte quelques conneries. C'est Ok. ça. Est-ce que ça vaut le coup quand même, pour compléter avec la question d'Antoine, d'aller sur son fichier CSS et genre de virer 3 lignes, ou ça change strictement rien. Il faudrait virer genre la moitié. Non, ça sert à rien. Si le fichier est minifié, ça va pas servir à grand-chose. Ok. Ça sert à rien de s'embêter à enlever 20% du code, quoi. Ça changera pas. 20%, si, c'est quand même un peu plus, mais 3 lignes, ça sert à rien. Ok, ok. Que conseillez-vous pour la gestion de la RGPD, demande Hélène. Notamment, je pense la question, c'est au niveau des plugins et tout ça. Qu'est-ce qu'on utilise nous? Qu'est-ce qu'on en pense de nos plugins RGPD? Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est bullshit? On a un plugin qui est installé sur tous nos sites. C'est GDPR Consent, si je ne me trompe pas. Ouais. Après, c'est surtout aux développeurs de le faire et si vous utilisez un thème payant, il faut faire attention à ce que les plugins installés et les librairies puissent gérer ça. Mais est-ce que, tu sais, dans la réglementation RGPD, normalement, faut pouvoir vraiment avoir la main en disant, bah, je veux pas analytics, tout ça. Ces plugins, là, au final, il y a un peu un côté bidon derrière. Ils agissent sur rien, en fait. Ils disent juste oui ou non, quoi. Mais, Il faut il y a du travail à faire derrière. Après, il y a des solutions, j'ai vu dernièrement des solutions payantes en général, qui font un petit peu tout, qui gèrent tout. Mais voilà, c'est payant et faut le mettre en place quand même. Il va pas tout seul trouver tous les cookies, etc. À supprimer ou à mettre de manière conditionnelle sur le site. Donc, les RGPD, ça nécessite du travail et du code. ouais. Yes. Et niveau RGPD, donc je crois il va passer un nouveau petit cap. Oh, on a perdu Maëlys. Mais RGPD, ça va passer un nouveau petit cap prochainement. J'avoue que j'ai pas suivi des masses. Je sais que nous, on est extrêmement vigilant à l'aspect surtout sécuritaire des sites, sécurisation des données des sites. Ça, c'est extrêmement important. RGPD, c'est toujours un petit peu balbutiant chez tout le monde, même dans le domaine des agences, des freelances. Le meilleur conseil que je puisse donner en général, c'est de passer par un juriste qui va vous faire les recommandations nécessaires. Et là, l'agence, le freelance, votre développeur, n'importe qui, pourra faire les ajustements. Mais en général, si on veut un truc nickel chrome niveau RGPD, il faut passer par un juriste et ça peut coûter 1000, 2000, 3000 euros. Donc ça, il y a un peu de taf là-dessus. Question de Laurie. Première question que vous avez posée. Où peut-on voir la vitesse de notre site sur WordPress sans passer par PageSpeed Insight? Il y a pas, en fait. Faut passer par PageSpeed Insight. Ou moi, j'aime bien en général Pingdom aussi. Je vais vous mettre le lien. Enfin, il y a sûrement des plugins, mais voilà. Rajouter un plugin pour avoir la réponse à cette question-là. Plugin qui va encore alourdir un peu le site. Bon, je sais pas trop. Voilà, je vous ai mis Pingdom qui permet aussi de tester la rapidité de son site. Euh, Ah, t'es Après, revenu, Maëlys? j'ai pas vu de changement. Moi, j'étais là, mais Ah, ok, parce que juste qu'on voit plus ta vidéo. Car ils disent que ton signal est trop faible. Alors, faut mettre la fibre à Lyon, là. Maëlys, elle est à Lyon premier, elle a même pas la fibre. En plus, elle a la fibre. si, Ok. j'ai la fibre, mais je suis pas la seule dessus. Ok. Du coup, oui, Jonathan Scapin aussi disait dans la console, on peut voir la vitesse de chargement. Ah, ok, je savais pas. C'est soit clic droit inspecter, je crois que c'est sur tous les navigateurs inspecter. Sinon, c'est F12 sur Google Chrome. Et il me semble que sur Mozilla Firefox et tout, c'est pareil aussi. Ok. Donc, voilà. Et après, ça fait un peu plus développeur technique. Ouais. C'est la classe, quoi. Petit F12 et tout, tranquille. Ouais, bah non, moi je suis bête. Enfin, je suis pas dev. Je passe par PageSpeed Insight. Désolé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 14h56, on a encore un peu de temps.
Non, bon. Eh bien, moi, j'ai peut-être des questions pour vous. Alors, du coup, je ne sais pas si vous l'avez mis tout à l'heure. Donc, si vous pouvez mettre votre note. Ah, si, vous l'avez mis là. 86 ordinateurs, 23 mobiles pour Laurie, c'est pas mal. Sylvain, 84, 88. Ouh, pas mal Sylvain. Bah, tiens, Sylvain, tu as optimisé comment, toi, la partie site? Ça serait intéressant que tu puisses nous donner l'info. Marie-Béatrix, 73,94, bon score. Il suffit de rafraîchir effectivement pour perdre 10 points. C'est pour ça, les pages Pin Insight et tout, attention, hein, vraiment une donnée à l'instant T. Ça veut pas dire que votre site est totalement flingué ou pas. Des fois, ça peut changer du simple au double. Des fois, il y a des petits bugs. 97. Bon, personne n'a un mobile en mieux, hein, on est d'accord. Ah bah, Laurie, par exemple, exemple typique. Laurie, elle a une bonne note, par exemple, en ordi, 86%. Par contre, sur la partie, par exemple, CO2, tout ça, on est à 0,87. Donc vraiment, c'est quand même, il y a plutôt une corrélation en général, mais des fois, on peut avoir des stats un petit peu impressionnantes d'un site qui se charge rapidement, mais quand même super lourdingue et qui consomme un peu plus. Donc du coup, les deux vont en général ensemble, mais c'est pas forcément parfait à 100%. Bah, par exemple, Sylvain, qui a des notes de ouf sur Google Page Pin Insight, consomme énormément. Notamment peut-être avec l'histoire du serveur green et tout ça. Ok. Bah, en tout cas, est-ce que vous auriez d'autres idées de webinars? On est extrêmement preneurs et surtout on est preneurs de ce que vous avez pensé de celui-ci. Donc, ce que je vous invite à faire, comme je demande à chaque fois, bah, c'est de mettre une note entre 0 et 5 à ce webinar, s'il vous plaît. Donc, 0, catastrophique, on a été odieux et tout ça. Webinar, plutôt pas mal, vous avez appris des choses et vous allez pouvoir mettre en place des choses, et ben vous pouvez aller jusqu'à 5. Voilà, mais on est preneur de votre note, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément à améliorer tout ce qu'on fait en permanence. Donc, je suis preneur de tous vos retours. Il y a effectivement un replay. Vous allez pouvoir retrouver la présentation. Du coup, ce replay sera diffusé aussi sur YouTube et on mettra toutes les informations sur YouTube, la présentation, on mettra les différents liens vers les outils. N'hésitez pas à passer à la vitesse supérieure en installant les quelques recommandations qu'on a pu vous faire avec Maëlys. Hein, pour rappel, changer d'hébergeur, passer sur un hébergeur un peu plus puissant, O2Switch, Infomaniac, j'en sais rien, passer par un serveur dédié, installer surtout WP Rocket et cocher le plus d'options possible tant que votre site tient la route. Installer Imagify, optimiser à fond vos images, même avant de mettre vos images sur le WordPress, vous les optimisez avant, vous les mettez au bon format et vous descendez à 200 kilo-octets maximum. Vous faites le nettoyage sur tous vos plugins, vous débarrassez de tout ça. Vous évitez si possible un builder ou vous l'optimisez à fond et vous pouvez mettre aussi un CDN ou après aller à la partie Google Cloud et tout, vous séparez votre site avec vos fichiers machin. Mais là, ça commence à devenir un peu technique. Et si vous avez installé Hotjar ou Sumomi sur votre site, ben, n'hésitez pas à le dégager, surtout si vous ne l'utilisez pas, ce qui est le cas le plus commun. Il y a plein de gens qui l'ont mis et qu'on dit oh, je m'en sers plus, c'est bon, je laisse tomber. Bah, supprimez-le, ça consomme énormément de data. Ok, eh ben merci beaucoup pour tous vos retours. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup Maëlys de m'avoir accompagné sur ce webinaire et d'avoir pu répondre à toutes les questions. Et puis, bien, très bonne journée. À bientôt. Ciao. Et n'hésitez pas à regarder prochainement la page des webinaires. Il n'y en a plus là en ce moment, mais on va reprévoir la semaine prochaine et celle d'après. Notamment, il y en a sur les animations WordPress. Là, pour le coup, j'ai vu qu'il y en a certains qui disaient ouais, c'est pas assez concret et tout. Ça aurait été bien d'avoir peut-être un peu plus de démos. Ben, excellente remarque. Et du coup, sur les animations, ben, on va faire des démos de codage en live d'animation avec Damien, notre lead dev qui va faire des animes en live sur WordPress pour vous montrer un petit peu comment mettre de l'animation. On va avoir des sujets pour ceux que ça intéresse, la techno, PiloPress et le sur-mesure sur WordPress. On va avoir des sujets aussi sur le PiloPress prochainement, et on va en avoir sur le scrapping d'email, pas mal de trucs aussi en prospection digitale, en web marketing. Donc, restez au courant. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Maëlys. À plus. Ciao. Au revoir.